On est donc parti pour les méthodes et tout d'abord nous allons voir comment classifier une onde. Donc deux ondes se propagent dans deux ressorts. Donnez les caractéristiques de ces ondes. Voici une première, avec le sens de propagation qui va de la gauche vers la droite. Et voici une deuxième onde, dont le sens de propagation est également de la gauche vers la droite. Alors quelles sont les caractéristiques de ces ondes? En quoi sont-elles différentes? Eh bien c'est à vous de vous exprimer. Donc arrêtez la vidéo, prenez un papier, un crayon, et vous y allez pour la réponse. Ça va? Tout se passe bien? Bon, si tel est le cas, vous pouvez venir voir les solutions tout de suite. Si pas, quelques conseils. Eh bien, pour déterminer les caractéristiques de ces ondes, il y a deux choses à faire. Un, il faut bien se rendre compte, déterminer quel est le milieu de propagation. Et deuxièmement, il faut comparer la direction de la déformation et celle de sa propagation. Donc, sachant que pour classifier une onde, je vous aide encore plus, il y a essentiellement deux types d'ondes. D'accord? Ce qu'on appelle les ondes transversales et les ondes longitudinales. Donc à quoi a-t-on affaire ici? Bon là, je vous ai beaucoup aidé. Allez, finissez et à tout de suite pour la correction. Alors voici les réponses. Quels sont les milieux de propagation? Eh bien dans les deux cas, les ondes se propagent sur un ressort. D'accord? C'est bien un milieu matériel. Les ondes déplacent localement les spires. Ici on voit une compression de spire qui se déplace, d'accord, dans la direction du sens de propagation. Et là, on voit une déformation des spires dans une direction perpendiculaire au sens de propagation. Donc dans ce cas-ci, puisque la perturbation est horizontale, c'est des zones de compression qui vont dans le sens de propagation, eh bien on dira que c'est une onde de compression-dilatation qui se déplace horizontalement, c'est donc une onde longitudinale ici. Tandis que là, le déplacement des spires est vertical, perpendiculaire au sens de propagation de la perturbation, c'est donc une onde transversale. Voilà. Ouais, c'était facile, hein? Très bien. Bon, c'est pas toujours compliqué, hein? Faut pas croire. Voilà, la physique a des choses simples, des choses parfois plus compliquées, mais c'est toute une histoire de logique en fait, hein. Voilà. Allez, on se voit pour le prochain alors. Donc, deuxième exercice, on va déterminer une célérité. D'accord? Donc là, c'est un petit peu rapport avec la question de quiz qu'on a vue tout à l'heure. Pour savoir à quelle distance, exprimée en kilomètres, se trouve un orage, il faut compter le nombre de secondes qui séparent l'éclair du coup de tonnerre et diviser par 3. La question est justifier cette recette. Voilà. Écoutez, la question est claire, je vous engage à y répondre. Arrêtez la vidéo, papier crayon et c'est parti. Et si tout se passe bien, vous êtes allé jusqu'au bout, tant mieux, encore quelques secondes et je passe à la solution. Pour ceux qui n'ont pas su tout faire, voilà, écoutez, il faut tenir compte du délai de propagation. D'accord? Donc dans les rappels, on a vu une petite formule qui introduit cette notion, le délai de propagation, et qui relie donc une distance à une vitesse. Bon, c'est ce qu'il faut utiliser. Voilà, il n'y a plus qu'à. À tout de suite pour la solution. Eh bien, voici la solution de cet exercice. Donc, l'éclair et le tonnerre, bien évidemment, sont émis du même point M à un instant T. Et l'observateur qui se situe plus loin, en un point M', va voir l'éclair grosso modo au même instant T. En effet, l'éclair, c'est une onde électromagnétique, et cette onde électromagnétique a donc une célérité de 3,10 exposant 8 mètres par seconde, 300 000 km par seconde. Donc si on n'est pas trop loin de l'endroit où a été émis l'éclair, on peut supposer, d'accord, que l'observateur a vu cet éclair instantanément. Maintenant, pour recevoir le son, là, il va se passer un certain instant, c'est le délai de propagation du son, donc l'observateur va détecter le son à un instant t', sachant que la vitesse du son, c'est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Voilà. Donc, le son va se propager sur la distance ici d, qui est la distance de m à m', d'accord? Sachant que la distance est une vitesse fois un temps. Donc c'est la vitesse fois le temps à laquelle le son a été détecté, moins la vitesse à laquelle il avait été émis. Donc c'est ce fameux v fois delta t,
où ΔT est le délai de la propagation. Ce qui veut encore dire que ΔT sera égal à D sur V, d'accord? Et si on tient compte de ce qui se passe en kilomètres, ben si nous disons que la distance typiquement est de 1 km, 1 km divisé par la vitesse, qui est de 340 mètres par seconde, bien comme on a mis des kilomètres en haut, on va aussi se mettre en kilomètres en bas, ça va faire 0,340 km par seconde. Et l'un divisé par l'autre, ça nous fait à peu près 3. 1 divisé par 0,340, c'est très proche de 1 divisé par 0,33 qui nous donnerait 3. 3 quoi? 3 secondes. Donc pour un temps de 3 secondes qui sépare l'observation de l'éclair de l'observation du tonnerre, d'accord, on sait que cette décharge a eu lieu à 1 km. D'accord? L'éclair a été émis à 1 km de distance. Et donc en comptant le nombre de secondes qui séparent l'éclair du tonnerre, eh bien, on pourra déterminer à combien de kilomètres s'est déclenché cet éclair. D'accord? Et ainsi, on pourra déterminer si cet éclair se rapproche, donc si cet orage se rapproche de vous ou s'éloigne, simplement en sachant si le délai de propagation se raccourcit ou s'agrandit. Et donc en ferait autant la distance qui vous sépare de cet orage. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé pour cet exercice, hein. Il était pas mal, je trouve. Et puis nous passons au prochain. Alors, dans ce troisième exercice de méthode, on va extraire et exploiter des informations. Lors d'un séisme, les secousses ressenties à la surface de la Terre sont dues à la mise en mouvement des couches terrestres internes par des ondes mécaniques engendrées par des frictions entre les plaques tectoniques. Parmi les ondes sismiques, on distingue les ondes de type P et les ondes de type S. Les ondes P sont plus rapides et se propagent dans les solides et les liquides, tandis que les ondes S, moins rapides, ne se propagent que dans les solides. Les courbes étalonnées des vitesses de propagation de ces deux types d'ondes en fonction de la distance à l'épicentre sont fournies dans ce graphique. Donc on a le temps de propagation en minutes en fonction de la distance à l'épicentre et on voit la différence entre les deux types d'ondes. Les questions sont les suivantes. Attribuez à chacune des courbes le type d'onde sismique adéquat en justifiant. 2. Quelle est la distance à l'épicentre si les ondes P mettent un temps de propagation t égal à 6 minutes? En déduire la vitesse Vp des ondes P en mètres par seconde. 3. Quel est le retard ΔT en minutes qui est enregistré entre les ondes S et P si la distance à l'épicentre est égale à 2000 km? Enfin 4. La vitesse des ondes P est égale à 9,8 km par seconde. Lorsque la distance à l'épicentre est de d égale 5000 km, déterminez la vitesse Vs des ondes S en km par seconde également. Voilà. Donc là, c'est un exercice un tout petit peu plus long, du moins au niveau de l'énoncé. Il n'est pas très long au niveau de la correction, comme vous le verrez. Voilà. Et il s'agit en fait d'extraire les informations du graphique et de les exploiter. Voilà. Mais écoutez, c'est à vous. Papier, crayon, arrêtez la vidéo et lancez-vous. À tout de suite. Tout se passe bien? Oui? Ok, très bien. Donc on se voit dans quelques instants pour la correction. Sinon, oh ben quelques conseils. Alors, pour le 1, ben, il faut extraire de l'énoncé le type d'onde le plus rapide, puis raisonner en termes de durée de propagation pour une distance fixée. Pour le 2, il suffit de savoir lire un graphique pour en extraire une donnée. Et puis d'exploiter la formule de la vitesse. Une vitesse, c'est une distance sur un temps, en faisant attention aux unités. Pour la 3, il faut repérer sur la courbe à quoi correspond le retard entre les deux types d'ondes. Et enfin 4, il faut exploiter les notions de retard et de vitesse. Voilà, avec ces 4 conseils, vous pouvez résoudre les 4 sous-exercices et arriver au bout. Voilà, et donc on corrige ça dès que vous avez fini. Allez-y, et revenez pour la correction. Voilà, voilà, donc la correction. Alors, pour la première, attribuez à chacune des courbes le type d'onde sismique adéquat, en justifiant. Eh bien, dans l'énoncé, vous voyez, les ondes P sont les plus rapides. Donc, si elles sont les plus rapides, c'est celles qui mettent le moins de temps à se propager. D'accord? Donc, ce sera la courbe bleue qui représente les ondes P.
et la courbe rouge qui représente donc les ondes S. Voilà, c'est très simple. Puis 2, quelle est la distance donc à l'épicentre D si les ondes P mettent un temps de propagation T égal à 6 minutes? Et puis on déduire la vitesse des ondes P en mètres par seconde. Bon, donc s'il faut 6 minutes, je lis là, temps de propagation de 6 minutes. Pour les ondes P, c'était les plus rapides, donc c'est la courbe bleue. Donc je dois aller jusqu'à la courbe bleue. Voilà. Hop, voilà le point qui correspond à un temps de propagation de 6 minutes. Quelle est la distance à l'épicentre pour ce point? Ben, c'est l'abscisse. Donc voilà, ici, je trace ma projection verticale. J'arrive à 2900. D'accord? Donc la distance dont on parle est de 2900. Hop, 2900 km. Très bien. Quelle est alors la vitesse des ondes P? Ben, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc je vais avoir 2900 km, mais on me demande une réponse en mètres, donc je vais multiplier par 10 exposant 3, parce qu'un kilomètre c'est 1000 mètres. Et puisqu'on veut une réponse en mètres par seconde, il faut aussi que je mette mon temps en secondes. Or, le temps de propagation était de 6 minutes, donc c'est 6 minutes fois 60 secondes. Voilà. Donc j'aurai donc 2900 10 exposant 3 divisé par 360, ce qui nous fait, eh bien, 8,0 10 exposant 3 mètres par seconde. Donc 8000 mètres par seconde, ou encore 8 km par seconde pour cette onde P. Alors question 3, quel est le retard ΔT en minutes qui est enregistré entre les ondes S et P si la distance à l'épicentre est égale à 2000 km? Donc 2000 km, c'est ici. La différence entre les ondes S et P, c'est l'interdistance ici. C'est la distance entre cette courbe-là sur l'axe des Y et ici. Ça, c'est le retard de propagation, puisqu'on a bien ici des temps de propagation. Donc ça va être, alors que lis-je là? Qu'est-ce que je peux lire? 7, quelque chose, hein, on va dire 7, moins, alors 4, quelque chose, on va dire 4 également. Donc la différence entre les deux, ce serait de 3 minutes. D'accord? Donc voilà, je vais déduire de ça que pour cette partie 3, le ΔT dont on parle, alors moi j'ai arrondi à 7 minutes, moins 4 minutes, ce qui fera 3 minutes, très simplement. Alors je ne suis pas allé à la première décimale parce que je ne voyais pas bien sur le schéma. Si on a un schéma qui est mieux fait, on peut aller lire ça de façon plus précise. Et alors, la dernière question, c'est que la vitesse des ondes P est égale à 9,8 km par seconde. Lorsque la distance à l'épicentre est D est égale à 5000 km, déterminez alors la vitesse Vs des ondes S en km par seconde. Donc, la vitesse des ondes P est de 9,8 km par seconde. On nous dit pour une distance D de 5000 km. Ce qui veut donc dire que, à ce moment-là, on aura que la vitesse P qui est égale à D sur T est telle que T est égal à D sur la vitesse de l'onde en P, ce qui fait 5000 divisé par 9,8. Et 5000 divisé par 9,8, bon, c'est le temps T ici, c'est le temps T auquel, l'observateur peut détecter l'onde P. Alors qu'en est-il pour l'onde S? Eh bien, l'onde S va avoir un retard sur l'onde P, puisque l'onde S est plus lente. Donc il va falloir un temps T plus delta T. Donc ce temps T, lui, il ne bouge pas, c'est celui-là. Et le temps delta T en plus sera tel que quand je fais la somme des deux, mais je vais avoir cette distance qui est parcourue, d'accord, sur la vitesse de l'onde S. Et donc, puisque T c'est D sur la vitesse de l'onde P, je vais encore avoir que D sur la vitesse de l'onde P plus delta T sera égal à D sur la vitesse de l'onde S. Et de ça, si je veux en déduire la vitesse de l'onde S, simplement renverser l'équation. Donc Vs sera égal à D sur D sur Vp plus delta T.
Voilà. Alors, la distance D, on nous l'a donnée. On a dit que c'était 5000 km. D sur VP, c'est donc les fameux 5000 sur 9,8. D'accord? C'est ce qu'on avait là, pour rappel. Et le delta T, le delta T, c'est donc la différence de temps entre le moment où la l'onde S et l'onde P arrivent, et ça, on l'avait sur le graphique, d'accord? Pour une distance de 5000 km, le delta T est de 6 minutes. Puisque le delta T est de 6 minutes et que je veux une réponse en kilomètres par seconde, j'aurai donc ici 6 fois 60. Et donc en faisant ce petit calcul, eh bien j'en arrive à la fin à déterminer le nombre de kilomètres par seconde de l'onde S, d'accord, de la vitesse de l'onde S, et c'est donc 5,7 km par seconde, qui est bien plus petit que les 9,8 km par seconde de la vitesse de l'onde P. Voilà, voilà. Bon, vous voyez là, donc on peut déterminer ainsi différentes choses. On peut même déterminer donc la distance à l'épicentre si on nous avait donné les vitesses, par exemple, hein, en renversant ces équations-là, comme on avait comme question dans le quiz. Voilà, et bien ça termine cet exercice, hein, j'espère qu'il vous plaît bien, ainsi que les autres. Et puis on continue alors, on continue, il y en a encore toute une série. Alors, dans ce quatrième exercice, on veut calculer une longueur d'onde dans un milieu donné. Donc un vibreur est relié à une sonnette et crée une onde sonore de fréquence f est égale à 100 Hz qui se propage dans l'air avec une célérité VR qui est égale à 3,4 exposant 2 mètres par seconde. Calculez la longueur d'onde dans l'air du son émis par la sonnette. Voilà, voilà. Wow, facile, facile. C'est à vous de jouer. Ah, je pense que tout s'est bien passé, mais au cas où, voilà, petit conseil, se rappeler que la fréquence est l'inverse d'un temps. Et sachant ça, on va jusqu'au bout. A tout de suite. Donc bien évidemment, le son émis par la sonnette se propage dans l'air. Or, la vitesse dans l'air, on sait comme d'habitude, une vitesse, grosso modo, c'est une distance sur un temps. Mais dans le cas des ondes, on peut aussi l'écrire de façon très commode sous la forme, c'est une longueur d'onde, c'est la longueur d'onde de l'onde dans l'air, divisée par la période de cette onde. Et donc si je cherche la longueur d'onde dans l'air, je vais trouver en renversant l'équation que c'est la vitesse dans l'air fois la période. Mais on ne nous donne pas la période, on nous donne la fréquence. Donc on peut encore jouer entre la relation qui nous donne la période en fonction de la fréquence, sachant que t c'est 1 sur f, ou pour certains autres l'écriront comme 1 sur nu. D'accord? Et donc on aura que la longueur d'onde dans l'air, c'est la vitesse de l'onde dans l'air divisée par la fréquence. Ce qui fait donc 3,4 fois 10 exposant 2 mètres par seconde, divisé par 100 Hz, et 100 divisé par 100, ça simplifie, donc ça nous fera 3,4 mètres. Donc la longueur d'onde, d'accord, dans l'air du son émis par la sonnette, eh bien ce sera 3,4 mètres. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite pour le suivant. Ça, c'est un petit facile, hein. Alors, dans celui-ci, on veut déterminer une vitesse de propagation. Donc, on relie le même vibreur, qui a une fréquence de 100 Hz, à une corde. Voilà. Un enregistrement vidéo permet de déterminer la longueur d'onde 5 lambda égale 75 cm. Donc ceci vaut 75 cm. Pourquoi a-t-on mesuré 5 lambda et non lambda? Calculer lambda. Deuxièmement, les fréquences des ondes engendrées par la sonnette dans l'air et le long de la corde sont-elles les mêmes? Troisièmement, calculer la célérité de l'onde le long de la corde. Voilà, voilà. Bon, l'énoncé est clair. J'espère que votre réponse sera pareille. On se voit dans quelques instants pour la solution. Donc arrêtez la vidéo, papier, crayon, et c'est parti. Bon, petit conseil éventuel, moi je vous en donne qu'un pour le 2, d'accord? N'oubliez pas que la fréquence comme la période sont imposées par le vibreur. D'accord? Voilà, avec ça vous pouvez tout faire sans danger. A tout de suite pour la correction. Alors, cette correction, pourquoi a-t-on mesuré 5 lambda et non lambda? Eh bien, on a mesuré 5 lambda, et puis on divise par 5 le résultat parce qu'on sera plus précis.
Par exemple, si on mesure ceci avec une règle et qu'on risque de se tromper de 1 mm, le pourcentage d'erreur sera moindre en mesurant 5 cm qu'en mesurant 1 cm. D'accord? Voilà. Donc le lambda que l'on cherche, bon, ben, il n'est pas très compliqué. Hein. Si 5 lambda est égal à 75 cm, 5 lambda égale 75 cm, ça veut donc dire que le lambda égale 75 divisé par 5, ce qui fait rien d'autre que 15 cm. Voilà. Mais on est plus précis là, hein. Donc c'est comme on disait, si là on a un plus ou moins 1 cm, ou plutôt 1 mm, hein, si vous mesurez qu'une règle, là en divisant par 5, on va avoir ça, et ici, on sera inférieur au niveau de l'erreur, on sera plutôt du type 0,2 mm. Alors, deuxièmement, les fréquences des ondes engendrées par la sonnette dans l'air et le long de la corde sont-elles les mêmes? Bon, là je vous ai donné la réponse, hein, je la reprécise. La fréquence comme la période sont imposées par le vibreur, ne dépendent donc pas de la nature du milieu de propagation. Donc oui, les fréquences des ondes engendrées par la sonnette seront les mêmes pour l'air et le long de la corde. Ok. Calculez alors la célérité le long de la corde. Eh bien, pour ce point-là, donc ceci étant le 1, le 2 étant répondu vocalement, le 3, on aura la célérité le long de la corde. Ce sera une distance sur un temps, c'est-à-dire, dans le cas des ondes, on écrira très souvent que c'est la longueur d'onde sur la corde, divisé par la période. On ne nous donne pas la période, on nous donne la fréquence, donc on va retransformer ça en disant la longueur d'onde le long de la corde fois la fréquence, ce qui va donc faire, alors qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va faire 0,15, la longueur d'onde le long de la corde, d'accord, puisqu'elle a déterminé là que c'était 15 cm, donc en mètres ça fait 0,15, fois 100 Hz, ce qui nous fait en fin de compte 15 mètres par seconde. et voilà pour cet exercice. Ça va, tout est clair j'espère? Allez, courage, on continue, on va au 6e. En avant. Alors, ici on veut déterminer les caractéristiques d'une onde sonore. Donc un son émis par un haut-parleur est détecté par un microphone. Un système d'acquisition de données permet d'obtenir sur l'écran d'un ordinateur une visualisation du signal sonore. Le voici. Quel type de périodicité met en évidence la courbe obtenue? 2. Déterminer la période puis la fréquence de l'onde. S'agit-il d'une onde sonore? Justifiez votre réponse. Troisièmement, à chaque fois que l'on éloigne le microphone d'une même distance égale à 68 cm, on retrouve le même signal sonore. Quel type de périodicité mettons ici en évidence? Quelle est la valeur de la longueur d'onde? Et enfin, déterminer la célérité de cette onde sonore. Enfin, quatrièmement, la célérité de l'onde sonore a pour expression V est égal à gamma RT sur N, pris en racine carrée, avec gamma qui est égal à 1,4, ce qu'on appelle le coefficient adiabatique de l'air. R est égal à 8,314 SI, ou 8,31, d'accord, c'est la constante des gaz parfaits. La masse molaire, c'est 29 grammes par mol, la masse molaire de l'air. Et T est la température absolue de l'air exprimée en Kelvin. Alors, calculez donc la valeur de cette célérité sonore pour un air à une température égale à 20 degrés Celsius, θ égale 20 degrés Celsius, et la comparer au résultat qu'on avait trouvé précédemment, donc ici en 3C. Voilà, hop, un exercice un petit peu plus complet, hein, toujours intéressant à faire. Eh bien, je vous laisse le faire. Après cet exercice, on fera une petite pause. Hein. Ça va? Tout s'est bien passé? Oui? Bon, on corrige en quelques instants. Non? Eh bien, voici quelques petits conseils. Donc, en 1, il faut reconnaître une périodicité temporelle. En 2, il faut exploiter un graphique pour en mesurer la période et exploiter la formule que les fréquences et les périodes sont en rapport inverse. 3, il faut reconnaître une périodicité spatiale, ici, et exploiter la formule qui relie la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence. Attention toujours de bien utiliser les bonnes unités dans tout ça.
Enfin, 4, il faut connaître la relation de conversion, bien sûr, entre température absolue et température en degrés Celsius. Et puis, il faut convertir, attention, des unités de masse molaire afin de pouvoir l'exprimer dans les unités d'équation ici. Voilà, voilà les conseils. Avec ça, je pense que vous pouvez terminer et on corrige dès que vous l'avez fait. À bientôt. Alors, voici les solutions. Donc, quel type de périodicité met en évidence la courbe obtenue? Eh bien, on voit ici une périodicité temporelle, d'accord? Puisque le signal ici est représenté en fonction d'une échelle qu'on indiquait là, qui est de 0,5 millisecondes. Donc 0,5 millisecondes, c'est un temps. Donc on vérifie ici une périodicité temporelle, puisque l'abscisse représente le temps. Voilà. Déterminez la période, puis la fréquence de l'onde. S'agit-il d'une onde sonore? Justifiez votre réponse. Alors, quelle est la période? Donc la période, lorsqu'on a un signal qui est émis en fonction du temps, eh bien c'est la distance sur le graphique qui sépare deux maxima successifs ou deux minima successifs ou en général deux états vibratoires, d'accord, qui ont la même phase. Donc, prenons le cas entre deux maxima, là et là, on voit qu'il y a 4 rectangles entre les deux. Or, un rectangle ici vaut 0,5 millisecondes, donc les 4 rectangles, ça va faire 2 millisecondes, et donc la période sera de 4 fois 0,5 millisecondes, ce qui fait 2 millisecondes, ou encore 2, 10, moins 3 secondes. Voilà. Et donc, puisqu'on veut la fréquence c'est l'inverse d'une période qui est exprimée en secondes. Donc ce sera l'inverse de 2, 10, moins 3. D'accord? Et lorsque je fais l'inverse de 2, 10, moins 3, ça me donne une fréquence qui vaut 5.0. Alors ici c'est un 2.0. D'accord? On verra un petit peu les incertitudes sur les mesures une autre fois. Donc 5.0 fois 10 exposant 2 Hz. Voilà la fréquence. Est-ce que c'est bien une onde sonore? Eh bien oui, c'est une onde sonore, car une fréquence sonore est comprise dans l'intervalle qui va de 20 Hz à 20 kHz. Et ici, on a 500 Hz. Donc 500 Hz, c'est bien quelque part là, dans l'intervalle. Tout va bien, c'est une onde sonore. Donc ça, c'était la sous-question 2. Alors, on continue. La question 3. À chaque fois, la LADA, que l'on s'éloigne les microphones d'une même distance égale à 68 cm, on retrouve le même signal sonore. Quel type de périodicité mettons en évidence? Eh bien là, on met en évidence une périodicité spatiale, car le signal se reproduit identique à lui-même à intervalles de distance égales à 68 cm. Donc tous les 68 cm, le signal se répète. Donc c'est une périodicité spatiale. Ça nous donne quelque part la longueur d'onde. D'accord? Donc, le petit b, quelle est la longueur d'onde? Eh bien, puisqu'on dit que le signal se répète spatialement tous les 68 cm, c'est sa période. C'est sa période spatiale. Et la période spatiale, c'est la longueur d'onde. Donc, lambda égale 68 cm. Voilà, 68.02. Petit c, déterminer alors la célérité de l'onde sonore. Eh bien, une célérité, c'est, d'accord, c'est la longueur d'onde divisée par la période, ou c'est la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Vous voyez, parfois j'écris la fréquence comme f, parfois je l'écris comme nu. Hein. Les deux sont corrects. Vous les retrouverez tous les deux, des fois l'un, des fois l'autre, d'accord? Même dans les exercices de bac, on les voit apparaître tous les deux. Donc lambda, c'est 68 cm, donc c'est 0,68 mètres. Voilà. La fréquence, on l'a déterminée, c'était 5, 10 exposant 2 Hz. Quand je multiplie les deux, j'ai donc ici 3.4, pour faire la machine, fois 10 exposant 2 mètres par seconde. Voilà la célérité que je détermine pour l'onde sonore en tenant compte de ma représentation graphique. Point 4 alors. Alors, point 4. La célérité de l'onde a cette expression, blablabla, où on nous donne toutes les valeurs de ce qui intervient là-dedans.
Et on demande de calculer ça pour une température égale à 20 degrés Celsius. Ok. Alors attention, on nous dit dans l'équation que T est la température en Kelvin. Donc on ne peut pas simplement utiliser θ comme il est écrit là. Voilà. Alors, la masse molaire, c'est des grammes par mole. Attention, dans cette équation, ça ne pourra pas s'exprimer en grammes par mole. D'accord? Dans une équation physique, en général, qui est du système international, il faudra des kilos. Donc il faudra exprimer ça en kilos par mole et non en grammes. D'accord? Attention à ça. Alors, ça veut donc dire que on va tout d'abord convertir θ, qui est 20 degrés Celsius, on va le convertir en une température en Kelvin qui est de donc 273,15 plus 20, ce qui fait 293,15. Voilà la relation entre les degrés Celsius et les Kelvin. La masse molaire, on va bien l'exprimer en kilos par mole parce que tout dans le système international doit être en kilos. Donc on avait 29 grammes par mole. Ça devient 29 10-3 kg par mole. Voilà. Et donc en remplaçant tout ça dans l'équation, je vais avoir que V est égal à la racine carrée de... Alors, gamma. Gamma est exprimé, vaut 1,4. Fois la constante des gaz parfaits, 8,31. Fois la température exprimée en Kelvin, donc 293,15. Le tout divisé par la masse molaire qui est bien exprimée en kg par mole, c'est-à-dire 29 fois 10-3. Voilà, donc je prends la machine à calculer, je calcule ça, et ce que je trouve, c'est, eh bien c'est simplement 3,4 fois 10 exposant 2 mètres par seconde. Voilà. Et donc, quand on me demande de comparer au résultat trouvé précédemment, ben, le résultat précédent, qui était basé sur le graphique, c'était exactement le même. Donc voilà, ma formule rend bien compte finalement de ce qui se passe pour la propagation, d'accord, de ce son dans l'air. Et ça termine cet exercice. Et comme promis, on fait une petite pause. Voilà, donc allez vous rafraîchir un petit peu, et puis on se retrouve après pour la suite. À bientôt. Bon, nous voici de retour donc dans ces exercices de méthode. Voilà, j'espère que tu as fait une belle petite pause, tu t'es rafraîchi, tu as pris un petit peu l'air, tu as fait un petit cross là pour t'oxygéner. Ah, il faut y penser, hein, de temps en temps, quand on travaille, il faut aussi se changer les idées, hein, se changer les idées, s'oxygéner, c'est important. Voilà. Alors, ici, on veut comprendre le principe de l'analyse spectrale. À l'aide d'un synthétiseur, on produit un son, qui est sur cette figure-là, sur celle du haut, la figure A, qui est la somme de 3 vibrations sinusoïdales numérotées 1, 2 et 3 sur la figure dessous. Première question, lequel des sons 1, 2 et 3 correspond à la même note que le son synthétisé? 2. Exprimer F2 et F3 en fonction de F1. Comment appelle-t-on les sons 1, 2 et 3? Troisièmement, comparer les intensités des sons 1, 2 et 3. Quatrièmement, tracer le spectre du son synthétisé. Voilà. Donc là, c'est le principe de l'analyse spectrale, c'est la transformée de Fourier, ou la série de Fourier plutôt dans ce cas-ci, d'accord, qu'on a vu dans les rappels. Voilà, et bien comme d'habitude, t'arrêtes la vidéo, papier crayon, et c'est parti pour la solution. Voilà de retour, tout s'est bien passé, c'est parfait. Non, tu as eu quelques petits pépins en route, bon, voilà des conseils. Donc premièrement, la hauteur d'un son, qui détermine la note entendue, ne dépend que de sa fréquence, pas de la forme de la vibration. 2. La fréquence, c'est toujours l'inverse d'une période. Si on multiplie la période par 2, d'accord, ben la fréquence, ça va aller dans l'autre sens, on va la diviser par 2. Enfin, pour le 4, un spectre se trace toujours à l'échelle. On a donc besoin de connaître les intensités relatives de ce qu'on appelle les harmoniques.
Voilà, bon, ben c'est à toi, avec ces conseils-là, tu dois aller jusqu'au bout, et puis on se voit donc juste après pour la solution. Alors, réponse aux questions. Lequel des sons 1, 2 et 3 correspond à la même note que le son synthétisé? Alors, une vibration qui correspond à la même note que le son synthétisé doit avoir la même fréquence, donc la même période. Alors ici, on voit bien des signaux qui sont en fonction du temps. Donc il faudra des signaux de même période. Donc on voit ici que c'est celui qui est numéroté 1 qui aura la même période que le son synthétisé, d'accord? Puisqu'ils ont des maximums à intervalles de temps qui sont les mêmes. Donc là, j'ai des distances qui séparent mes maxima, qui est le même que la distance qui sépare les maxima de ce signal 1. Pour le signal 2, c'est trop rapproché. Et pour le signal 3, encore plus. Voilà. Donc le son 1 et le son synthétisé sont donc perçus comme la même note. Deuxièmement, exprimer F2 et F3 en fonction de F1. Comment appelle-t-on les sons 1, 2 et 3? Alors, on constate ici, en regardant les différents signaux, eh bien, on constate que les durées séparant les maxima sur la figure, là, que 2 fois T2, ici, c'est T1. Et que 3 fois T3, c'est T1. On a donc que la fréquence du signal 2 est égale à 2 fois la fréquence du signal 1, et que la fréquence du signal 3 est égale à 1 fois la fréquence du signal 1, d'accord? Donc ici, on fait, si vous voulez, 3 cycles sur la courbe rouge, pendant qu'on fait un seul cycle sur la courbe bleue. De façon pareille, on va faire 2 cycles sur la courbe, ici, verte, lorsqu'on fait qu'un cycle sur la courbe bleue. Voilà. Donc, F1, F2, F3, c'est ce qu'on appellera le fondamental pour F1, et les harmoniques 2 et 3 pour F2, F3. Voilà. Alors, troisièmement, comparer les intensités des sons 1, 2 et 3. Donc, lorsque je regarde ce qui se passe ici pour les intensités, eh bien, il faut regarder ici ce qu'il en est au niveau des petites barres horizontales. Donc, on voit que le signal 1 monte à 2 barres, le signal 2 monte à combien? À 1 barre, et le signal 3 encore à la moitié. D'accord? Donc en comparant l'amplitude, on voit que le son 2 est 2 fois plus faible que le son 1, et le son 3 est lui-même 2 fois plus faible que le son 2. Donc si l'on veut tracer le spectre du son synthétisé, on va en arriver à ceci. On va représenter la fréquence sur l'axe des abscisses. Alors, pour le fondamental, on aura donc une amplitude ici que je représente comme étant 4 barrettes. D'accord? La seconde harmonique F2, eh bien c'était la moitié en amplitude de F1, donc voilà. Et pour le troisième, c'est encore la moitié de F2. Donc la troisième harmonique est ici. Donc voici le spectre, en fait, du signal étudié, simplement. On voit les différentes fréquences qui composent le signal avec leur amplitude respective. Voilà ce que c'est que le spectre d'un signal. Alors, en 8, ici, on veut maintenant calculer une interfrange. Donc on éclaire en lumière rouge, puis en lumière verte, deux fentes séparées d'une distance de 0,1 mm. Là. L'onde lumineuse se sépare en deux ondes, une dans chaque fente, qui interfèrent entre elles. Les figures d'interférence se forment sur un écran situé à une distance d des fentes, qui est de 2,5 mètres. Alors donné, on vous rappelle ici que l'interfrange est donnée comme étant le produit de la longueur d'onde fois la distance entre l'écran et les fentes, d'accord, divisé par la distance entre les fentes. On vous dit aussi que la longueur d'onde de la lumière dans le rouge, c'est 680 nanomètres, et que celle dans le vert, c'est de 530. Question, calculer les valeurs des interfranges, I, et schématiser les deux figures d'interférence observées, et puis les comparer. Voilà, bon, une réponse très claire. Est-ce que votre réponse le sera autant? C'est ce que nous verrons. Alors, allez à l'attaque. Papier crayon, on arrête la vidéo et on est parti. Ok, tout s'est bien passé? Alors n'oubliez pas, petit conseil, si ça s'est pas bien passé, et néanmoins dans tous les cas,
il faut bien penser à convertir toutes les longueurs dans la même unité pour calculer ça. Sinon, on va se tromper. Et petit 2, on va schématiser qu'on ne doit pas représenter les dégradés. Schématiser, pardon, signifie qu'on ne doit pas représenter les dégradés de couleur. En revanche, à partir du moment où l'interfrange a été calculée, les deux figures doivent être réalisées à l'échelle pour pouvoir les comparer. Voilà. Bon, et bien avec ça, vous pouvez finir. Et on se voit tout de suite pour la correction. Voilà, donc pour calculer les interfranges, eh bien on va utiliser la formule donnée, mais il faut bien exprimer tout en mètres. Donc l'interfrange pour le rouge, ça va être d'après la formule lambda fois grand D sur petit d, d'accord? Lambda pour le rouge, c'était 680 nanomètres, donc ça veut dire 6,8 10 moins 7 mètres. La distance qui sépare les fentes de l'écran, c'est 2,5 mètres. Et enfin, la distance entre les deux fentes, elle, est de 0,1 mm, ce qui fait 0,1 fois 10 moins 3 mètres. D'accord? Voilà. Et donc, quand vous calculez ça, en prenant votre machine et en ne vous trompant pas, vous calculez que ça fait 1,7 10 moins 2 mètres. Voilà. Alors ici, j'aime toujours bien quand même vous montrer comment vérifier que votre réponse n'est pas complètement à côté de la plaque. Vous ne vous êtes pas trompé avec votre machine. Pour ça, il faut évaluer les ordres de grandeur. D'accord? Alors, les ordres de grandeur ici qui interviennent, ça va être quoi? Alors, on a 6,8, 10 moins 7. Donc, 6,8, c'est plus grand que 5. Donc, ça va compter pour 10. 10 fois 10 moins 7, là, ça va compter en ordre de grandeur pour 10 moins 6. 2,5 par lequel c'est multiplié, d'accord? C'est plus proche de 1 que de 10, d'accord? C'est en dessous de 5, donc ça va compter pour 1 en ordre de grandeur. Et au dénominateur, on a 0,1 fois 10 moins 3, ça fait ça du 10 moins 4. Un dixième fois 10 moins 3, c'est du 10 moins 4. Donc 10 moins 6 sur 10 moins 4, c'est bien sûr 10 exposant moins 6 plus 4, ce qui nous donne un ordre de grandeur de 10 moins 2. Et vous voyez que là, c'est tout à fait raisonnable. Donc lorsqu'on a obtenu 1,7 10 moins 2, on a effectivement le bon ordre de grandeur. Donc on peut faire confiance au résultat de sa machine. Quand vous avez des ordres de grandeur de différence entre votre réponse et ce que vous aviez évalué, c'est qu'il y avait un problème. Et comme vous vous trompez parfois, et même souvent, avec la machine, il faut toujours mieux vérifier. Voilà. Alors, l'interfrange pour le vert, maintenant. C'est pareil. C'est lambda fois grand D sur petit d. Simplement, pour le vert, sa longueur d'onde, c'était 530 nanomètres. Donc, c'est 5,3 10 moins 7 mètres. La distance, elle n'a pas changé. La distance entre les fentes, elle n'a pas changé non plus. D'accord? Et donc, lorsque je calcule ça cette fois-ci, eh bien, j'obtiens 1,4 10 moins 2 mètres. Ok? Donc, l'interfrange, dans ce cas-ci, est un peu plus courte. Voilà pour la partie 1. Alors, on veut en partie 2 schématiser les deux figures et les comparer. Alors, donc ça a été le 1. Pour le 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va tracer les franges brillantes rouges. Par exemple, ici, 1,7 10 moins 2 mètres, c'est 1,7 cm. 1,4 10 moins 2 mètres, c'est 1,4 cm. D'accord? Et donc, lorsque je vais jouer avec ça, eh bien, je vais commencer par la tâche centrale et je vais les espacer régulièrement. Donc, je vais avoir ici quelque chose comme 1,7. Voilà. Je vais représenter. Et ça va être séparé des prochains de 1,7. D'accord? Donc, je vais avoir ici la même distance, 1,7. Hop. Puis j'ai le prochain qui va venir, qui va faire 1,7. Pareil à gauche. Je vais démarrer ici 1,7 et je vais avoir quelque chose qui fait 1,7. Voilà. Donc ça va être la couleur de mes franges. Donc en rouge. Ça, c'est pour le rouge. Et si je dois faire ça pour le vert, ce que je vais avoir, c'est 1,4 pour la tâche centrale. Donc, par rapport à 1,7, évidemment, c'est un peu plus court. Donc là, je vais démarrer un peu ici. Voilà. Ici. Voilà. Alors, j'ai 1,4 du prochain, donc ça va me le mettre là.
Ok, puis encore 1,4 du prochain, donc ça va me le mettre ici. Et pareil à gauche, donc je vais être à 1,4, ça va être ici. Et puis encore 1,4, ça va me le mettre ici. Voilà, bon, il faut un peu prolonger là-bas. Et donc, ce que je vois, c'est que le système de franges en lumière rouge est plus étendu, d'accord? Car la longueur d'onde de la radiation rouge est plus grande. Voilà. Donc là, le rouge, là, le vert. Ça va? J'espère que c'est clair. Hein? Et puis, on se voit alors tout de suite pour le prochain exercice. Allez, on y va. Voilà, voilà. Donc ici, on veut utiliser le phénomène de diffraction pour calculer une taille. Donc, pour évaluer la taille d'un cheveu, on réalise le montage expérimental représenté ci-dessous en utilisant un laser de longueur d'onde dans le vide qui vaut lambda égale 632,8. On règle le dispositif pour que D soit égal à 2 cm. L'écran est alors à grand D est égal à 1 mètre du cheveu et on veut déterminer le diamètre de ce cheveu. Voilà. Donc, étant donné ces données et ce schéma, c'est à vous de jouer. Voilà, tout s'est bien passé? Bon, très bien, très bien. Sinon, n'oubliez pas, petit conseil, pour pouvoir effectuer cet exercice, il est opportun de savoir et de transformer θ pour des petits angles en tangente θ. Donc θ et tangente θ sont équivalents pour des très petits angles. Donc on peut écrire que θ est à peu près égal à tangente θ. Ou vice versa. Et ça vous permet de terminer l'exercice. Alors on veut déterminer le diamètre du cheveu. Donc le cheveu, là, joue le rôle de l'obstacle ici. Donc joue le rôle du fil de diamètre A. D'accord? Et donc, on sait, d'après les relations de la diffraction, que θ, c'est lambda sur A. Et donc, si je veux obtenir A, qui sera la taille du cheveu, A, ce sera lambda sur θ. Alors, lambda, c'est connu. Lambda, on m'a dit, c'est 632,8 nanomètres, donc tout va bien. Par contre, que vaut θ? Tel quel, là, on ne me l'a pas donné. Je n'ai pas θ ici. Mais, vu la construction, je sais que je peux établir une relation entre θ petit d et grand D. En effet, si je regarde θ ici, eh bien je peux voir directement que la tangente de l'angle θ, si je prends un des petits triangles rectangles là, la tangente de l'angle θ, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté ici adjacent à l'angle. Donc ça va être d demi, d'accord, la demi-tâche là, une demi-longueur de tâche, divisé par la distance qui sépare le laser de l'écran. Donc d demi sur d. Voilà. Donc, tangente θ, de par ma construction géométrique, tangente θ sera égal à d demi sur d. Ce qui est encore donc égal à d sur 2d. Or, comme on vient de le dire, si θ est suffisamment petit, tangente θ c'est θ, qui sera donc égal à d sur 2d. Et donc j'aurai d'une part cette équation-ci, et d'autre part celle-là. Donc A, l'épaisseur du cheveu, pourra être déterminée comme étant lambda divisé par θ, où θ vaut d sur 2d. Alors diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier le nombre par l'inverse de cette fraction. Donc voilà, j'aurai lambda fois 2 grand D sur petit d, ce qui veut dire que ce sera égal à, alors n'oublions pas les changements d'unité, 632,8 nanomètres, c'est 632,8 fois 10 exposant moins 9 mètres. 2 fois d, ça va être combien? Eh bien, la distance qui est entre les deux, on nous avait dit que c'était 1 mètre, donc c'était 2 fois 1 mètre. Et la petite distance d, d'accord, de la tâche de diffraction, c'était 0,02. Voilà. Et donc, lorsque je rentre tout ça dans ma petite calculette, ce que j'en ressors, c'est 6,3 fois 10 exposant moins 5 mètres. Ou encore 63 fois 10 moins 6 mètres, ce qu'on peut appeler 63 micromètres. Voilà, donc ça, ce sera l'épaisseur d'un cheveu. Alors c'est typique, hein. L'épaisseur d'un cheveu, c'est une centaine de micromètres, c'est un dixième de millimètre. D'accord? Voilà.
Oui, c'est ça, 1/10 de millimètre. Voilà. Ok? Bon, eh bien allons-y pour le suivant. C'est parti. Alors dans cet exercice, on va utiliser le même phénomène de diffraction qu'on vient de voir, mais pour déterminer cette fois-ci une longueur d'onde. Donc on va utiliser les relations dans un autre sens. Donc il s'agit d'exploiter une expérience de diffraction pour déterminer la longueur d'onde d'une radiation. Donc on éclaire avec une lumière laser de longueur d'onde lambda 1 égale 700 nanomètres une fente de largeur A, qui est là. On obtient sur l'écran situé à une distance grand D une figure de diffraction avec une tache centrale de longueur LA égale 8,6 cm. On éclaire ensuite la même fente avec une lumière laser de longueur d'onde lambda B qui est inconnue. Et on obtient sur l'écran une tache centrale dont la longueur LB vaut cette fois 7 cm. Ce qu'on demande, c'est 1. De donner la relation de l'écart angulaire en fonction de la longueur d'onde et de la largeur de la fente. 2. À l'aide du schéma, de déterminer une expression de tangente θ en fonction de la distance d entre l'écran et la fente et la largeur L de la tache centrale. 3. Dans la limite des angles faibles, on a la relation tangente θ égale θ, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. En déduire une relation simple entre θ, L et d. Et montrer donc que pour un montage fixé, le rapport lambda sur L est une constante. Oui, ça c'est important de le savoir. Et donc grâce à ça, déterminer l'expression de lambda B en fonction de lambda A, LA et LB. Et donc finalement de pouvoir calculer ce lambda B. Donc cette longueur d'onde du deuxième laser qu'on a utilisé. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça a été clair, surtout avec le précédent. D'accord ? Et puis bien, allez-y, papier, crayon, lancez-vous. Oui, on redémarre, tout s'est bien passé. Donc, petit conseil, il faut bien sûr appliquer l'expression θ égale lambda sur 1 pour le 1. Puis pour le 2, il faut bien identifier le triangle rectangle comme on l'a vu précédemment, avec les côtés opposés et côtés adjacents. Petit 3, il faut bien sûr appliquer l'approximation proposée à la formule précédemment trouvée. Et enfin, identifier les deux expressions différentes de θ, puis séparer de part et d'autre de l'égalité ce qui relève du montage expérimental, c'est-à-dire A et D, de ce qui dépend seulement de l'onde diffractée, c'est-à-dire la longueur d'onde et la longueur de la tache centrale. Voilà. Ok, bon, avec ces petits conseils là, vous ne pouvez plus faillir, il faut aller jusqu'au bout. Alors, pour la question 1, on sait que d'après le cours, θ, c'est lambda sur 1. D'accord ? Ensuite, pour la question 2, on vous dit, à l'aide du schéma, déterminer une expression. Bon, on l'a fait précédemment, donc je vais vite, d'accord ? Vous voyez ici, le demi-écart angulaire, θ, est tel que dans le triangle rectangle qui est ici, la tangente de l'angle θ, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. La mesure du côté opposé, là, c'est la demi-longueur de la tâche, donc c'est L sur 2. Le côté adjacent, c'est D. Donc on aura que la tangente de θ, c'est dans ce cas-ci, tangente de θ, ce sera L demi sur D, ou encore L sur 2D. Voilà. Dans le 3, les angles faibles, si les angles faibles, on a tangente θ égale θ, d'accord ? Ça voudra dire dans le 3 que pour des angles faibles, tangente θ sera égale à θ, qui sera égale à L sur 2D. Voilà. Montrer que pour un montage fixé, alors, le rapport lambda sur L est constant. Bon. Eh bien, si on regarde les deux résultats précédents, on a que d'une part, θ c'est lambda sur 1, mais c'est aussi L sur 2D. Donc je peux isoler ici ce qui dépend uniquement de l'expérience, c'est-à-dire lambda sur L. Ok ? Ça c'est ce qui dépend uniquement de l'onde, de ce qui dépend uniquement de l'expérience, qui est A sur 2D. Taille de la fente sur la distance qui sépare l'écran du laser, des fentes, de la fente, ou de l'obstacle. Voilà, donc on aura ceci. Et donc, on voit bien que puisque A ne change pas,
D'accord? Et puisque D ne change pas, le rapport lambda sur L sera une constante. Ce qui veut dire aussi pour la question 5 qu'on peut alors exprimer les rapports ici, lambda sur L pour A et pour B. Et donc on aura, puisque ce rapport est constant, qui ne dépend que des paramètres de la de l'expérience qu'on ne change pas, eh bien on aura donc lambda A sur LA sera égal à lambda B sur LB. Donc, puisqu'on cherche la longueur d'onde de la radiation B, ce sera lambda A fois LB sur LA, que je peux alors calculer en remplaçant par les bons nombres. Donc ce sera quoi? Alors, revenons dessus. Lambda A, c'est 700 nanomètres, et la ILB, c'est 8,6 et 7. Donc j'aurai que lambda B sera égal à, alors, lambda A, je vais le laisser en nanomètres, multiplié par la longueur de la tâche lorsqu'on mesure avec la radiation B, donc c'était 7, divisé par la longueur lorsqu'on mesurait avec la radiation A, ce qui était 8,6. D'accord? Là, on a bien des rapports qui sont dans les mêmes unités, ici et là. Donc, les unités tombent, et on avait donc ici des nanomètres, fois un nombre qui n'a plus de dimension, donc on va récupérer des nanomètres. Et si je fais le calcul, ça va me donner 5,7 fois 10 exposant 2 nanomètres, autrement dit 570 nanomètres. Voilà. Donc grâce à l'expérience de diffraction, j'ai pu déterminer une longueur d'onde inconnue. Hein, très intéressant ça, c'est une application très utilisée, j'ai envie de dire, hein, de l'expérience de diffraction. Voilà, voilà. Bon, à bientôt pour la suite. Ne perdez pas pied, on y arrive, on y arrive. Donc, on veut expliquer ici le phénomène d'irisation. La lumière blanche est composée d'une infinité de radiations. Pour simplifier, on ne s'intéresse qu'à 3 radiations, le rouge, le vert et le bleu. Et on sait, d'après synthèse soustractive et additive, comme on a vu en première S, que du vert plus du rouge, ça donne du jaune. Et que du rouge plus du bleu plus du vert, ça donne du blanc. Alors les questions sont les suivantes. On demande de comparer les largeurs des taches centrales observées pour chacune des 3 radiations. Deuxièmement, on éclaire la fente en lumière blanche et expliquer pourquoi la tache centrale de la figure de diffraction est blanche. Enfin, expliquer l'origine des irisations de chaque côté de la tache. Voilà. Bon, on en a parlé lors des rappels, j'ai été un petit peu vite. On a essayé de réfléchir à ce côté-là de nouveau. D'accord? Rappelez-vous ce que vous avez vu en classe et venez avec l'explication. Là, je vous attends. Donc, la solution est la suivante. Comparer les largeurs des taches centrales observées pour chacune des 3 radiations. Alors, ce qu'on sait, c'est que pour les 3 radiations, donc il y avait du bleu, du vert et du rouge, on sait que la longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du vert, qui est plus petite que la longueur d'onde du rouge. Qui plus est, θ est égal à lambda sur 1. D'accord? On aura donc que A étant positif, je peux diviser ici l'inégalité par A de tous les côtés, et je vais obtenir donc que θv, l'écart angulaire ici pour la lumière verte, sera compris entre θb et θr. Et donc également, j'aurai que la distance sur la tache centrale, donc la distance de la longueur de la tache verte, sera comprise entre la longueur de la tache bleue et la longueur de la tache rouge. Voilà. Donc ça sont des choses. Donc ce qui va se passer ensuite, en 2, que nous demande-t-on? On nous demande, si on éclaire la fente en lumière blanche, pourquoi la tache centrale est blanche? Bon. Eh bien, au centre, on va avoir superposition de toutes les couleurs. D'accord? Au centre, on va l'avoir. Voilà la distance du rouge. Voilà la distance du vert. Voilà la distance du bleu. Au centre, les 3 longueurs d'onde vont être là. Donc je vais avoir du rouge, plus du vert, plus du bleu, dont la somme va me donner du blanc.
Ok? Alors, ensuite, que nous demande-t-on encore? Expliquer grâce à ça quelle est l'origine des irisations de chaque côté de la tâche. Alors, ce qu'on va avoir là maintenant, c'est que, comme je l'ai montré ici, la tache rouge étant plus étalée que les autres taches. En plein centre, ici, maintenant si je considère toute cette distance, en plein centre, je vais avoir le rouge plus le vert plus le bleu, qui va me donner donc du blanc. D'accord? Puis en bordure de ce blanc, ce que je vais avoir, c'est une addition, ici, de quoi? De vert et de rouge. D'accord? Et une addition de vert et de rouge, on a dit que c'était du jaune. Donc on va voir ici apparaître sur cette distance-ci, donc là j'ai le blanc, qui résulte de l'addition du rouge, du vert et du bleu. Ici, comme addition du rouge et du vert, je vais avoir du jaune, là, et ici, d'accord? Je vais avoir du jaune. Et puis à l'extérieur de cette zone, sur ce qui reste là-bas, il n'y aura plus que du rouge. Ici, il n'y a plus que du rouge. Donc je vais voir du rouge apparaître en bord de tâche. Et ceci donc explique mes irisations. Ok? Je vais avoir une tache centrale qui est blanc, puis ça part sur le jaune et puis sur le rouge parce que j'ai différentes couleurs. D'accord? De toutes les couleurs, j'en ai de moins en moins qui contribuent. Et donc par synthèse ou addition des couleurs, mais je vais avoir mes couleurs qui changent. De sorte qu'à la fin, eh bien, j'aurai ceci. Voilà. J'ai du rouge, du vert et du bleu. Au l'endroit où j'ai tout le monde, je vais avoir du blanc. Quand j'ai plus que du rouge et du vert, je vais avoir du jaune. Et quand je n'ai plus que du rouge, je n'ai plus que du rouge. Voilà, voilà. Eh bien, voilà. Donc, là, on va changer de catégorie. Et on va passer maintenant à l'effet de Doppler. Et ce sera le dernier exercice de toute cette série de méthodes. Ouf, content, hein, c'est une belle série. Alors, notre méthode sur Doppler. Donc c'est le point 12, calculer un décalage Doppler. Un camion roule à une vitesse V est égale à 75 km/h. Pour alerter un randonneur, le conducteur actionne son klaxon, dont la fréquence F est de 350 Hz. Calculez la fréquence du son perçu par le randonneur. Voilà, donc si c'est tout clair, prenez votre feuille de papier, votre crayon et allez-y pour la solution. Sinon, après avoir cherché pour au moins quelques minutes, revenez voir mon petit conseil. Alors le conseil est ultra simple. Pour appliquer la formule que nous avons vue, il faut juste déterminer si le camion s'approche ou s'éloigne du randonneur. Voilà. Avec ça, vous pouvez finir l'exercice et puis venir voir la correction. À très bientôt. Alors, la solution, la voici. Donc, le camion, bien sûr, se rapproche du randonneur, sinon il ne l'avertirait pas. Pourquoi il avertirait le randonneur s'il s'éloignait de lui? Donc, il faudra utiliser la formule qui avait été donnée qui est reprise ici, avec Vx, qui est plus grand que 0, puisque le camion se rapproche du randonneur. Alors attention, dans cette formule, les vitesses doivent être exprimées en mètres par seconde. Donc on nous donne la vitesse du camion, Vx, qui est égale à 75 km/h. Et bien cette vitesse, il faudra la convertir en mètres par seconde. Alors rappelons-le, pour convertir des km/h en mètres par seconde, il faut simplement diviser par 3,6. Je vous laisse refaire le petit calcul pour montrer ça. Voilà. Et donc nous obtenons que la vitesse est égale à 21 mètres par seconde. Voilà, voilà. Si j'applique ça maintenant dans la formule, cela voudra dire que la fréquence perçue par le randonneur, c'était la fréquence émise. Alors je remplace directement. Donc la fréquence émise, rappelons-le, c'était 350 Hz, fois 1 plus la vitesse du camion 21 sur la célérité de l'onde. Alors que vaut la célérité de l'onde? Bien, la célérité de l'onde, c'est la célérité du son dans l'air, c'est-à-dire c'est 340 mètres par seconde. Et donc voici le calcul qu'il faut effectuer. Donc 350 fois 1 plus 21 sur 340. Donc qu'est-ce que cela fait? Donc ce sera avec la machine à calculer. Donc 21 divisé par 340, ce qui fait plus 1, le tout fois 350. Ça nous donne donc 371,6, donc on va arrondir ça
à l'unité, donc ça fait 372 Hz. Voilà. Donc le son perçu est bien entendu plus aigu que le son émis, puisque la fréquence est supérieure. La fréquence reçue est supérieure à celle émise. Voilà, et donc ça termine ce petit exercice de méthode. À très bientôt pour la suite. Alors, dans ce 13e exercice, toujours sur Doppler, on demande d'interpréter un décollage Doppler en astrophysique. Donc, les étoiles doubles sont formées de deux étoiles, E1 et E2, ici, qui sont E1 et E2, qui sont en rotation. E1 se dirige vers la position E'1 et E2 se dirige vers la position E'2. Expliquez pourquoi dans le spectre d'absorption de l'étoile double correspondant à un élément donné, on observe deux raies et non une seule. Donc voici le spectre d'absorption de l'étoile double pour un élément donné de référence. En fait, ce qu'on observe, c'est non pas ça, mais ça. Donc expliquez pourquoi. Voilà, voilà, réfléchissez bien. Et revenez voir la solution dans quelques petits instants. Le conseil, quel est le conseil? Eh bien, toujours pour savoir quelle est la fréquence reçue ou perçue sur la Terre, il faut savoir si l'étoile s'éloigne ou se rapproche. Là, comme c'est une étoile double, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'éloignent, elles se rapprochent, une qui s'éloigne, une qui se rapproche, qu'est-ce qui se passe et comment ça joue sur la fréquence? Voilà, réfléchissez bien et donnez-moi la solution. Sinon, venez la suivre dans quelques instants. Donc la solution, c'est très simple. Si les deux étoiles étaient immobiles, donc si l'étoile double qui est constituée des étoiles E1 et 2, si elles étaient immobiles, eh bien les spectres de l'élément seraient le même, donc se superposeraient et donneraient le spectre de référence qui est là. Cependant, E1 s'éloigne de la Terre. Donc la fréquence perçue sur la Terre va être plus faible. D'accord? Et une fréquence plus faible conduit à un décalage de la longueur d'onde vers des grandes longueurs d'onde. Retenez bien la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Elle varie en sens inverse. Donc si la fréquence diminue, la longueur d'onde augmente. D'accord? Donc ça va donner une raie qui sera plus dans le rouge que celle de référence. Par contre, pour l'étoile 2, elle se rapproche. Donc si l'étoile 2 se rapproche, ça veut dire qu'on va avoir une fréquence perçue qui sera plus grande que celle véritablement émise, et donc une fréquence plus grande donnera lieu à une longueur d'onde plus petite, et donc une longueur d'onde plus petite, ce sera une raie, voilà, ici, qui est décalée vers le bleu par rapport à la raie de référence. Donc on aura pour l'étoile qui s'éloigne un décalage vers le rouge, et pour l'étoile qui se rapproche un décalage vers le bleu. Et c'est pour ça qu'on a deux raies à la place d'une seule. Voilà, voilà, c'est pas mal le décalage Doppler, hein? À bientôt et on se voit dans les exercices. Au revoir.